très abondantes. Et la première crise, elle n'est pas institutionnelle, elle n'est pas fonctionnelle, elle n'est pas politique, c'est une crise conceptuelle. Il est extrêmement difficile de saisir dans toute sa finesse, sa complexité, la construction européenne et donc aujourd'hui l'Union européenne. C'est difficile pour les élites, c'est difficile pour les masses. Et voici pourquoi. Après la guerre, les Européens convaincus rêvaient de faire une fédération des États-Unis d'Europe, comme il y a une fédération des États-Unis d'Amérique du Nord. C'était le fédéralisme pur, le fédéralisme classique. On voulait l'acclimater en France et en Europe. Les Français n'ont pas du tout une perspective fédéraliste dans leur cerveau. Nous n'y comprenons rien parce que nous n'en l'avons pas pratiqué. Alors qu'il y a un fédéralisme naturel en Allemagne qui vient de l'histoire et qui a survécu au Troisième Reich allemand et que l'on retrouve dans la loi fondamentale de Bonn, alors qu'il y a une forme de fédéralisme dans le Royaume-Uni, étant donné l'importance du Pays de Galles, de l'Irlande, de l'Écosse, etc., il y a un fédéralisme constitutionnel, un quasi-fédéralisme constitutionnel dans la Constitution espagnole de 1978. Nous, non. Nous, c'était l'État central, l'État jacobin. Il faut donc d'abord comprendre quelle est la nature de l'Union européenne. Nous ne pouvions pas entrer dans un fédéralisme à l'américaine parce que les États européens, avec leur langue, leur structure de propriété, leur tradition notariale, patrimoniale, domaniale, leur façon de maîtriser l'argent ou les circuits de l'argent ou de gagner de l'argent, étaient très différentes et très enracinées dans des cadres nationaux. La construction qui s'est faite est donc une construction particulière. Ce n'est pas un fédéralisme classique, c'est-à-dire un État fédéral qui coifferait le tout. C'est une fédération d'États au pluriel. Une fédération d'États qui reste souverain dans certains domaines très importants, notamment ceux qui touchent aux droits de la famille, aux droits civils fondamentaux, et qui, au contraire, mettent en gestion collective une partie de leurs attributs de souveraineté. Ça, c'est difficile de faire comprendre quelle est la nature de l'Union à nos étudiants d'abord. Il faut y prendre le temps, et aussi à l'opinion publique. Donc la crise de l'Union européenne, c'est une crise de lisibilité et une crise de compréhension de l'Union. La construction européenne est une construction qui fuit dès le départ les extrêmes. Quels extrêmes? Les extrêmes d'abord communistes. La présence au-delà du rideau de fer de l'Union soviétique a été un puissant facteur d'intégration de la communauté européenne. Et évidemment, une condamnation ferme du fascisme européen. L'Europe repose sur l'union des centres, centre droit, centre gauche. Elle est donc par nature une puissance aristotélicienne et non pas platonicienne, c'est-à-dire fondée essentiellement sur le compromis, l'entente, la modération. Tout ceci, ce sont des vertus qui sont présentes dans le fonctionnement de la communauté et de l'Union européenne et qui ne sont pas toujours comprises
dans les discours politiques qui, au contraire, préfèrent hystériser un peu les personnes et les situations et qui préfèrent donner des réponses très fermes, blanc ou noir, mais surtout pas gris. Il n'y a rien de pire. Union des centres, c'est très clair. Au Parlement européen, très souvent, le groupe social-démocrate et le groupe le plus important, le groupe du PPE, Parti populaire européen, parti de centre droit, ont voté ensemble les mêmes directives, les mêmes textes. Bien sûr, il y a des dissidences, mais dans l'ensemble, c'est bien là que se situe le cœur de la machine européenne. Une machine fondée sur le consensus, le compromis, la modération, la prévalence du centre, bref, une machine aristotélicienne, mais pas platonicienne. Il y a d'abord une première crise qui vient, et c'est important, qui vient de l'euro. Depuis 2007-2008, le fait que l'euro ait été construit comme un système monétaire intégré, avec un système économique d'appui qui n'est pas intégré, mais qui est en vérité dévolu aux compétences de chacun des États, il y a un divorce évident entre l'intégration monétaire et la non-intégration économique. On l'a fait parce qu'il y a des différences de niveau de développement et parce que les États, qu'ils soient développés ou qu'ils ne le soient pas, ne voulaient pas, en vérité, d'un véritable gouvernement économique. Même l'Allemagne, très favorable à l'euro, n'était pas favorable à un gouvernement économique de la zone euro et craignait un peu que la France n'incline dans ce sens. Mais il y a une deuxième crise qui s'est greffée là-dessus et qui est la crise due aux migrations. On a vu qu'on a tout mélangé. Lorsque les Anglais ont voté le Brexit, on leur a dit vous êtes menacés par des migrations, mais c'était des migrations européennes, bulgares, roumaines, qui les menaçaient. Ce n'était pas directement les migrations venant de l'extérieur de l'Europe. Mais l'Europe est globalement menacée par ces migrations externes. Les accords de Schengen constituent, vous le savez, des contrôles à l'entrée, mais une fois le contrôle effectué, on laisse aller les individus, sauf mesures dérogatoires ou exceptionnelles, à l'intérieur du territoire de l'Union. C'est un peu dangereux. Finalement, si on recherche l'origine de ce système, on le trouve paradoxalement dans la libre circulation des marchandises. Une fois qu'une marchandise pénètre sur le territoire douanier de l'Europe, de l'Union, elle est mise en ce qu'on appelle en libre pratique, c'est-à-dire qu'elle peut circuler à travers l'Union sans connaître des droits de douane ou des obstacles particuliers à la circulation et à l'échange. S'agissant des personnes, il n'en est pas ainsi. De plus, il n'y a pas de danger que de migrants. Il y a aussi des dangers venant de la contamination des idées, et notamment du radicalisme islamique, qui frappe dans certains milieux et dans certains États une fraction de leur population. D'abord, la crise de la Commission. Qu'est-ce qu'on reproche à la Commission? De légiférer, en fait, de réglementer un certain nombre de situations, alors qu'elle ne dispose pas de la légitimité démocratique que l'on attend d'un véritable gouvernement. Quelle est la légitimité de la Commission? La Commission tire sa légitimité de deux éléments, d'une part du Parlement européen et surtout du Conseil européen, c'est-à-dire des États eux-mêmes qui la mettent en place et qui en choisissent les composantes.
c'est une légitimité dérivée, elle n'est pas primaire. Voilà pourquoi la Commission est en butte à toutes les critiques. Pourquoi s'occupe-t-elle de tant de détails, de tant de choses que l'on estime surabondants, intrusifs et inutiles? Parce que lorsqu'on a créé le marché unique, on a dit qu'il fallait supprimer tous les obstacles aux échanges, et notamment les obstacles non douaniers. Pour ce faire, la Commission est amenée à entrer dans le détail. Il faut le dire. Crozier là-dessus a écrit des pages très lumineuses. La tendance d'une administration, c'est à persévérer. L'être va persévérer dans l'être, comme on dit depuis Spinoza, c'est-à-dire à s'enquister, à créer des sous-systèmes, à accroître ses prérogatives, à augmenter aussi le nombre de ses agents. C'est une tendance naturelle, une sorte de loi naturelle de croissance du pouvoir administratif. Il y a cette première tendance, outre que la Commission a un peu perdu de son âme initiale. La Commission, c'était au départ un collège de sages, émanant de 6 États. Elle est aujourd'hui une assemblée, une grande table, composée de 28, bientôt seulement de 27 personnes, chacun d'entre eux ayant la nationalité d'un des États, avec le risque de renationalisation de la Commission, le risque que les membres de la Commission soient très à même, plus à même de défendre la politique de leur État que de s'occuper de gérer et de définir l'intérêt général de la communauté, au sens de Rousseau. Il y a donc un risque, une difficulté tenant à la légitimité de la Commission, mal connue, mal comprise et un peu faible, et tenant à la structure optimale de la Commission. Pour l'instant, faute de mieux, on est dans une situation de transition. Alors, le Parlement européen, c'était une idée très riche de faire un Parlement européen élu par les peuples de l'Europe, qui disposerait de pouvoirs progressivement de plus en plus importants. Ça, sur l'importance des pouvoirs, le Parlement européen a gagné. Il est parti d'un simple pouvoir consultatif, il a acquis des pouvoirs dits de coopération, participation à la décision, d'avis conforme, on dit aujourd'hui approbation, et finalement de codécision. Sa légitimité ne s'est pas suffisamment ancrée dans les esprits. Il est bien élu au suffrage universel par les peuples. Les modes de scrutin diffèrent selon les États, ce n'est pas grave, mais surtout, on ne saisit pas tout à fait l'aspect démocratique de cette élection. Souvent, les élections au Parlement européen sont un rattrapage ou un repêchage des élections nationales. Reste le Conseil. Y a-t-il une crise institutionnelle du Conseil? Pas trop, mais il y a une crise institutionnelle en ce sens que les solutions les plus difficiles sont désormais évoquées au niveau du Conseil européen, c'est-à-dire le Conseil des chefs d'État ou de gouvernement, auquel participe d'ailleurs, et c'est important qu'il y participe, le président de la Commission. Et pour les questions budgétaires, monétaires, financières ces dernières années, on s'est aperçu que le Conseil européen intervenait de plus en plus à la place des organes normalement prévus par le traité. C'est un symptôme de crise. Personnellement, je crois qu'il faut se garder de parler de table rase et de refaire un nouveau traité, parce que si on veut refaire un nouveau traité, je crains que l'on ne fasse rien du tout.
La table rase va réussir très bien, on va tout faire tomber, tout écarter, mais on aura beaucoup de difficultés à reconstruire un autre système politique, politico-juridique européen, un nouveau système de l'Union. Je crois qu'il faut jouer un petit peu sur les possibilités qui sont offertes par le traité. Une de ces possibilités, c'est de revenir à la vieille théorie française des cercles variables de solidarité et par conséquent des coopérations dites renforcées. Les coopérations renforcées ont un très grand avantage, c'est qu'elles permettent à un certain nombre d'États qui sont décidés à aller de l'avant de faire ensemble et qu'elles laissent ouvertes les perspectives pour les autres États de les rejoindre lorsque le succès sera assuré ou lorsqu'ils auront écarté ou fait tomber leur prévention initiale. Les coopérations renforcées devraient, sans aucun doute, je crois, être utilisées de manière plus systématique. Ça permettrait sans doute de renforcer ce que les privatistes appellent l'affectio societatis. Ce qui manque actuellement à l'Union européenne, c'est cette affectio societatis, c'est-à-dire cette volonté d'être unis, de travailler en commun, de mettre en commun expérience, espoir et capacité. Il y a un certain désarmement de l'Europe à cet égard, au profit de tendances souverainistes, nationalistes, protectionnistes, qui occupent le devant de la scène. Je crois qu'aussi, un des points peut-être fondamentaux de la relance de l'Union européenne, et les traités le permettent, notamment le traité de Lisbonne, c'est d'en venir à une véritable politique de défense et de sécurité. Non pas une politique de défense et de sécurité qui serait assurée uniquement par la France et la Grande-Bretagne, mais une politique de défense et de sécurité qui serait authentiquement multilatérale. Il y a le grand sociologue français Raymond Aron, qui était pro-européen, avait critiqué le début de la construction européenne. Il l'a trouvé trop fonctionnaliste, trop ouvert déjà sur les mécanismes de marché et les mécanismes économiques, et il disait il ne peut y avoir de pouvoir que s'il y a une modalité de défense commune. Le projet de CED, qui fut au début des années 50 soumis aux différents pays européens, était un projet d'origine américaine au fond, qui avait été présenté dans le plan Pleven, le plan français, mais il péchait sur un point, c'est qu'au fond, il fallait réarmer l'Europe occidentale, et là encore, la pression soviétique était déterminante, mais on laissait forcément la maîtrise des armements nucléaires aux seuls grands qui en disposaient, et à l'époque aux États-Unis. Donc la CED était un peu à cet égard handicapée par le rôle secondaire qu'elle allait jouer dans la défense et la sécurité occidentale. Aujourd'hui, priorité à mon sens pour l'Europe de mettre sur pied une authentique politique de défense et de sécurité en mutualisant leurs moyens et en décidant de jouer à fond la carte de l'interopérabilité des armes et des procédures. C'est une nécessité dans le monde qui vient, c'est la conséquence de la disparition de l'Union soviétique. Le bouclier américain a perdu de ses qualités ancestrales. On ne sait pas s'il fonctionnerait pour défendre l'Europe. Il y a une incertitude dans la politique du président américain actuel, qui dit souvent une chose et le contraire de la chose peu de temps après. Donc les Européens devraient se réveiller. Ils devraient se secouer et aller très vite dans cette direction.